Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, je pense que nous, supporters lyonnais, en ce moment, ça va pas trop avec la situation économique du club. Donc d'ailleurs, ce sera ça au sommaire de la vidéo. On commencera par une grosse page économique, les gars. On va parler beaucoup de la situation du club, de pourquoi on est en Ligue de l'année prochaine si on en reste actuellement à ce qu'on a en termes de finances, en termes de dette. Donc on en parlera. On enchaînera avec d'autres infos, que ce soit mercato, des infos extra-sportives, des infos qui font plaisir, d'autres un peu moins plaisir, donc ce sera une vidéo assez riche. C'est parti les gars pour la vidéo. Ok, donc on commence avec la partie économique de la vidéo. Quand on est lyonnais, on n'a pas le droit d'être heureux, du moins on n'a pas le droit de prendre possession du bonheur. L'année dernière, on a passé une saison catastrophique sur le plan sportif, on a fait être relégué, on se sauve miraculeusement et encore mieux, on joue en Ligue Europa. Cette année, le côté sportif va mieux, on fait de belles performances, on est bien classé en Ligue Europa, on remonte en Ligue 1. Et non, il faut qu'il y ait toujours un point négatif. Et j'ai l'impression que depuis des années, c'est ce qui se passe pour nous supporters lyonnais. Jamais une semaine avec des bonnes infos. C'est toujours catastrophique. Donc l'Olympique Lyonnais a une dette de 500 millions d'euros et on va la décrypter maintenant. Donc John Textor, après avoir communiqué cette dette en début de semaine, la DNCG a pris conscience de ça et a convoqué donc notre président vendredi dernier pour faire un oral pour expliquer ses perspectives. Comment sauver le club et est-ce que l'Olympique Lyonnais va survivre à cette dette de 500 millions d'euros? John Textor s'est rendu donc à ce rendez-vous, donc il a expliqué la situation, qu'il a expliqué aussi le lendemain, le samedi, donc hier, en conférence de presse. Alors la conférence de presse n'était pas diffusée en direct, principalement parce que comme le club est coté en bourse, si on dit des infos qui ne sont pas avérées dans le temps, les actions de l'Olympique Lyonnais vont diminuer, ce qui va faire encore plus empirer la dette, je vous dis même pas. Donc maintenant on va analyser cette question. D'où sortent ces, enfin pas d'où sortent ces 500 millions d'euros, mais pourquoi on a 500 millions d'euros de dette, qu'est-ce qu'on va faire, où va se retrouver le club et comment on va se sortir de ce pétrin. Donc voilà, on va commencer avec Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a cédé le club à 300 millions de dettes, donc ce qui est relativement classique pour un gros club de football, même si principalement ces dettes étaient dues au Groupama Stadium et à l'achat donc du stade et aussi un prêt qui vient du Covid pour survivre. Donc il n'y avait rien d'alarmant et surtout l'Olympique Lyonnais possédait des actifs énormes qui assuraient des revenus, pas mal de revenus qui faisaient que notre dette s'aggravait pas, voire même elle allait dans le bon sens et la dette s'abaissait on va dire. On avait l'OL féminin, on avait OL Rennes, on avait pas mal d'académies partout dans le monde et pas mal de centres de formation implantés dans toute l'Europe avec des filiales, et on avait aussi l'Arena. Tous ces actifs assuraient des revenus qui faisaient que notre dette stagnait, voire régressait. Donc les 300 millions d'euros étaient complètement presque anodins, je dirais, en facilitant les choses, en grossissant les choses, on va dire. C'est pas aussi simple, mais en gros 300 millions de dettes, c'était pas du tout alarmant, puisqu'on pouvait les rembourser avec de nombreux actifs. John Textor est arrivé et il a décidé, lui qui se pensait assez riche, qu'il fallait vendre tous les actifs de l'OL. On a vendu l'Arena, on a vendu l'OL féminin, on a vendu OL Rennes et on a moins de partenaires en centre de formation dans le monde. Donc on a moins d'actifs, soit une diversité des revenus moindre qui fait qu'on engage moins d'argent et de l'argent... Enfin, c'était des choses moins risquées, on va s'expliquer après. Et du coup, la dette, elle, continue de progresser, elle a même bien avancé, ce qui fait qu'on se retrouve avec 500 millions de dettes et on n'arrive pas à la rembourser parce qu'on n'a aucun actif qui apporte de l'argent. Ce qui était bien avec Aulas, c'était que ces actifs-là, donc l'OL féminin notamment, OL Rennes et l'Arena, étaient très très rentables et c'était des investissements très risqués parce que les structures féminines, elles coûtent rien dans le football et ça rapporte beaucoup d'argent pour nous en tout cas qui était la meilleure équipe féminine du monde. Donc on prenait beaucoup d'argent pour très très peu de dépenses, on était rentable limite sur l'OL féminin, ce qui fait que nos dettes régressaient. La LDLC Arena, les gars, après sa construction, elle nous donnait de l'argent, on ne dépensait presque plus d'argent, ce qui fait que petit à petit, on allait être très très rentable aussi à ce niveau-là. Donc Textor a vendu toute cette garantie d'argent qui était de l'argent non risqué pour rester dans l'argent du football qui est de l'argent risqué. Parce que le football a des aléas énormes et ce qui fait que le hasard joue une part tellement importante que nos revenus, eux aussi, dépendent du hasard et ce qui fait que quand ça va pas, bah rien ne va et la finance tombe dans le rouge comme ça. Donc voilà. Et ensuite, Textor a aussi pris sa petite politique américaine qui fait qu'il aime gérer de l'argent et il pense que l'argent reviendra toujours. Donc on a dépensé beaucoup d'argent sur des salaires, sur des joueurs qui ne jouent pas, qui ont un salaire énorme,
sur les transferts bien plus évalués que ce qu'on devrait, sur la gestion aussi de certains actifs qu'on a vendus par exemple alors qu'il ne fallait pas, comme je le disais. Enfin bref, tout plein de choses qui fait que ça n'allait pas. Surtout cet été, on devait vendre pour beaucoup d'argent, on a vendu pour rien du tout. Donc la DNCG avait été flexible l'été dernier, là ils nous ont pas laissé passer, parce qu'évidemment, on n'a pas vendu ce qu'il fallait, on n'a pas recruté assez d'argent, ce qui a augmenté notre dette. Donc la DNCG a décidé de nous interdire de recrutement pour cet hiver, ça c'est le moins grave limite, mais surtout de nous reléguer en Ligue 2 à titre conservatoire. Ce qui veut dire que si à la fin de la saison, on n'a pas d'assez bonnes finances, on sera relégué en Ligue 2 l'année prochaine. Et si on est relégué, les gars, c'est une partie de notre cœur qui s'effondre. On connaît tous notre amour qu'on a pour l'OL et jamais on ne laissera tomber ce club. Et la situation dans laquelle ça nous met, c'est vraiment horrible et c'est invraisemblable. Donc pour ça, John Textor a mis pas mal de plans, donc qu'on va décrypter aussi. Tout d'abord, on va commencer par la vente de Crystal Palace. Donc John Textor possède 46% de Crystal Palace et souhaite les vendre. Alors ça pourrait être bien, ça pourrait rapporter de l'argent si ça se fait. Pas mal de points d'interrogation. On ne sait pas combien d'argent Palace va nous rapporter, on ne sait pas si ce sera 60, 80, 100 millions d'euros, ou plus, ou moins, on ne sait pas vraiment ce que ça rapportera, et on ne sait pas quand ce sera fait. Autre point négatif, c'est même plus un point d'interrogation, c'est un point négatif, John Textor a des problèmes financiers, toute la terre est au courant maintenant, personne ne nous fera de cadeau, ce qui veut dire que déjà, il n'a que 46%, ça veut dire que si un actionnaire vient et qu'il achète ses 46%, il n'aura aucun pouvoir de décision, puisqu'il ne sera pas majoritaire, donc ce qui fait que personne ne va se bousculer. Pourquoi tu achètes un club si tu peux pas mettre ta politique sportive et si tu peux pas diriger ce club? Donc ça freine beaucoup d'actionnaires qui ne veulent pas moins de 50%. D'ailleurs, les autres possédants de Crystal Palace ne veulent pas vendre leur part, du moins pas explicitement, ce qui fait qu'on est sur une vente de seulement 46%, donc ça va pas se bousculer à la porte pour vendre sans être décideur à la fin de l'opération. J'espère que je suis assez compréhensible. Si vous y a des questions, mettez en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc cette vente de Crystal Palace pourrait nous rapporter de l'argent. Autre point, l'apport de fonds propres. Donc dans la transaction du rachat de l'OL par Eagle Football, qui a coûté 500 millions d'euros, John Textor a dépensé que 5 millions d'euros. 1% de la vente est de la poche de John Textor. Ce qui fait qu'il a une capacité de financement qui peut venir de sa poche et qui peut faire du bien. Et on espère que ce sera le cas. Il devrait injecter de l'argent en novembre et en décembre, donc assez récemment, enfin assez vite, ce qui pourrait nous mettre mieux, oui c'est français, ce qui pourrait nous mettre bien surtout, puisqu'on a besoin de fonds propres qui ne sont pas prêtables et qu'on ne va pas devoir rendre. Parce que là on a beaucoup de prêteurs, je pense à Harris aussi, l'entreprise américaine qui sert de prêteur à John Textor, mais qui va aussi se rétracter un petit peu, parce que quand on prête de l'argent à quelqu'un qui n'en rembourse pas encore la totalité, ou qui ont des taux d'intérêt énormes, parce que les taux d'intérêt du prêt fait à Harris sont à 13%, donc John Textor ne veut pas contracter beaucoup d'argent, parce que ce serait en rendre beaucoup, et quand on va devoir rembourser ses dettes, on va devoir rembourser beaucoup d'intérêts, donc ça va être très compliqué. Donc on essaye de limiter les prêteurs, même si les actionnaires seront toujours à notre disposition, ces prêteurs aussi, mais dans de moindres mesures et avec des intérêts toujours plus chers. Autre technique, les gars, c'est donc l'investissement en bourse. Donc vous savez, l'OL est coté à la Bourse de Paris, et donc c'est l'un des 3 clubs actuellement cotés en Europe, avec Paris et Manchester United. On aimerait se coter dans la Bourse de New York, donc ce serait plutôt pas mal, certes, mais on va creuser un petit peu. Donc on aimerait seulement mettre 100 millions d'euros, enfin du moins l'équivalent en actions de 100 millions d'euros de l'Olympique Lyonnais dans la Bourse de New York. Ce n'est pas du tout énorme, donc ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent. De plus, les prévisions de la croissance économique des États-Unis l'année prochaine, elle est à hauteur de 2,2% actuellement. Donc c'est mieux que rien, c'est mieux que ce qu'on va toucher grâce à la Bourse de France l'année prochaine, qui est à hauteur de 0,8 pour les prédictions de l'année prochaine. Mais en tout cas, nos actions, nos 100 millions d'actions qui seront placées dans la bourse américaine, devraient suivre cette dynamique et donc augmenter. Par contre, il n'y aura pas beaucoup de créanciers, ni de personnes qui vont acheter nos actions, parce que nos actions, et c'est le cas dans beaucoup de football qui est en bourse, ça n'a jamais été très très rentable, parce que nos actions ont un coût très faible, mais ont un coût qui restera très faible, qui ne va jamais être très haut, qui va même parfois être négatif, surtout actuellement à l'Olympique Lyonnais. Donc personne n'a d'intérêt à acheter des actions de l'OL, si ce n'est pour perdre de l'argent après, ça n'a aucun sens. Donc certes on va toucher de l'argent, mais ce sera vraiment minime, et ça va nous permettre de la visibilité, de la transparence,
de s'assurer en quelque sorte dans le monde économique et commercial, mais ça ne nous rapportera que peu d'argent. Dernière chose, les gars, la vente d'actifs et de joueurs. Donc la vente d'actifs, c'est Crystal Palace, et malheureusement, on n'a plus rien à vendre, à part notre stade, mais ce serait vraiment en dernier recours, et on ne sait même pas à combien il serait coté. Donc la dernière option, c'est de vendre des joueurs, et on a 29 joueurs, on voudrait en garder 23 normalement à la fin du mercato. John Textor a une volonté claire et assumée de ne pas vendre ses plus grosses valeurs marchandes. Pour John Textor, et je reprends ses mots, Fofana et Cherki devraient rester à l'Olympique Lyonnais, et on espère, parce que si on doit se qualifier en Ligue des Champions, ce qui est nécessaire, parce que sinon on ne va pas toucher beaucoup d'argent, donc on est obligé de garder nos meilleurs joueurs. Donc pour assurer cette qualification-là, on va beaucoup vendre, on a des salaires à dégager, il va y avoir un plan social qui est en train de se mettre à place à l'Olympique Lyonnais, qui va délivrer malheureusement. Beaucoup de personnes vont perdre leur poste, et c'est très dommage dans la société du football français ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on n'a pas reçu beaucoup d'argent des droits TV, ce qui augmente aussi notre dette. Il y a une part de responsabilité de la LFP. Donc voilà, il va falloir vendre des joueurs, ce sera fait, mais on espère garder Cherki et Fofana. D'ailleurs, nos joueurs seront bradés, évidemment, puisque tout le monde sait qu'on est dans la merde, qu'on est dans le rouge, donc les adversaires ne vont pas se gêner, et comme on sera dans la nécessité de vendre, ils vont pas se dire on va t'acheter Cherki à 50 millions d'euros, alors que ils pourraient l'acheter 30 millions d'euros, 25 millions. Évidemment, j'ai grossi les prix, Cherki ne partira pas à 50 millions d'euros, du moins pas cet hiver. Mais en tout cas, nos joueurs sont bradés, parce que tout simplement, les gens savent qu'on est dans le mal, donc ils ne veulent pas nous aider, et ils vont réaliser des bonnes affaires, ce qui est logique. Donc voilà pour les solutions, on va dire, de John Textor, en tout cas ce qu'il nous a proposé en conférence de presse. Donc il se semble très confiant. Je pense, moi de mon point de vue, c'est le même que John Textor, on ne sera pas relégué. Je pense qu'il y a des choses qui sont atteignables, qu'on va réaliser, mais il faudra que les actes suivent. Donc on va voir s'il y a du fonds propre qui sera injecté, on va voir les ventes cet hiver, on fera le point après. Après on verra si la vente de Crystal Palace s'opère. Si ce n'est pas le cas, on va commencer à réfléchir très critiquement. On va voir où on en est sportivement. Est-ce qu'on est dans la course pour la qualification à la Ligue des Champions? Est-ce qu'on va performer en Ligue Europa? C'est pas mal d'interrogations qui font qu'on n'est pas très très bien non plus. Mais il y a toujours des actionnaires qui seront là. Les prêteurs prêteront, même si ce sera plus difficile, moins d'argent avec des gros taux d'intérêt qui nous mettront dans la merde. Mais en tout cas, je pense que ça ne sera pas possible de voir l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 de la saison prochaine. La différence avec Bordeaux, c'est que nous, on a plein d'actifs. Gérard Lopez à Bordeaux, il n'avait rien de possédant, donc rien qui ne pouvait rembourser ses dettes. Si vraiment on est dans la merde l'été prochain, on offre une perspective sur la saison prochaine de vendre le stade qui rembourserait peut-être l'intégralité des dettes, limite. Malheureusement, ça serait compliqué, mais c'est limite atteignable, c'est limite si vraiment on est dans la nécessité. Enfin, c'est le dernier plan possible, mais on a des actifs qui valent cher, même si beaucoup moins et qui sont beaucoup plus risqués que ceux qu'avait Aulas qui gérait très bien ce côté financier et cette dette. Alors je ne veux pas incriminer plus Textor qu'Aulas, tout le monde a sa part de responsabilité, mais Aulas assurait les arrières de sa dette, ce qui faisait qu'on n'était jamais dans la merde. S'il était là, on n'aurait pas 500 millions d'euros de dette, surtout on aurait les actifs qui la remboursent et on ne serait pas relégué à titre conservatoire. Donc il faut voir ce que Textor en dit, il faut voir les actes de Textor, mais je pense qu'on ne sera pas relégué la saison prochaine. Évidemment, on verra ce qui s'ensuit et on fera des points assez régulièrement pour voir si les choses qu'on a dites se réalisent et qu'on soit moins dans la merde. Et on verra devant la DNCG si on peut se faire retirer des sanctions, ce serait pas mal quand même. En tout cas, il y a pas mal d'infos qui vont découler de ça, pas mal de restrictions qui vont nous empêcher d'être très très performants en deuxième partie de saison, surtout s'il y a beaucoup de départs et pas d'arrivées. Donc ça, on va en parler peut-être même après pour le point mercato. Donc on va enchaîner les gars avec la suite de la vidéo, mais dites-moi si vous avez des questions sur ce qui s'est passé. J'essayerai d'y répondre, dites-moi ça en commentaire et j'espère que vous aurez compris ce point économique parce qu'il y a pas mal de concepts qui sont pas très faciles à comprendre et à expliquer, donc j'espère avoir été assez clair. Dites-moi ce que vous allez me dire là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. On passe à la suite maintenant les gars. Il nous reste beaucoup d'infos dans la vidéo, dont une grosse partie restructuration de l'organigramme lyonnais, donc ce plan social a découlé sur une redistribution des postes à la direction. Ça, on en parlera à la fin de la vidéo, il reste plein de choses à dire. On commence notamment avec le mercato. Première info qui découle donc des décisions prises de la DNCG, Liverpool s'intéresse à Ryan Cherki. Donc il faut savoir que l'international espoir français qui a réalisé une période magnifique, un match magnifique contre l'Italie avec l'équipe de France Espoir, une passe et un but, a changé d'agent. Il passe avec Moussa Sissoko, pas le joueur
de football, du coup, Moussa Sissoko, l'agent, qui est plutôt réputé et qui ne fait pas partie en tout cas de la sphère de l'agence de Kylian Mbappé et de sa mère. Donc ça c'est pas mal, ça l'éloignerait peut-être du PSG qui peut toujours revenir à la charge cet hiver. En tout cas il est annoncé à Liverpool. Ce serait bien que s'il parte ça soit en PL histoire de faire gonfler les chiffres. Mais il ne faut pas s'attendre à le voir partir pour cher et j'espère en tout cas qu'il ne partira pas cet hiver parce qu'il est en train de se révéler et de faire une très très bonne saison à l'Olympique Lyonnais. Donc on espère le conserver au moins jusqu'à la fin de la saison. Ce serait vraiment bien, on a besoin de lui même si c'est une très grosse valeur marchande. Autre point mercato, le journal L'Équipe annonce que le transfert de Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais serait déjà acté, donc que l'interdiction de recrutement de la DNCG ne prendrait pas en compte ça et que Thiago Almada arriverait bien cet hiver. Alors on nous annonçait qu'il avait envie de rester à Botafogo, on nous annonçait qu'on n'allait pas pouvoir le recruter. Il faut savoir les gars, est-ce que si Cherki part, on garde Thiago Almada? Ça dépendra aussi... Oh, non, est-ce que si Cherki reste, on prend Thiago Almada? Tout dépend de plein de facteurs, de qui on va vendre, de combien de gens on va vendre, de est-ce qu'on va pouvoir le recruter. Alors si c'est vrai, ce sera toujours bien de le recruter à très bas coût et avec un salaire, je l'espère, pas très gros. En tout cas, il va falloir vendre et on s'occupera des recrues après, mais Thiago Almada pourrait donc arriver à l'OL quand même. C'était le point mercato. Maintenant, des infos, on va commencer par les infos bonnes, on va dire. Perry était dans le 11 type de la semaine dernière, donc j'ai décidé de ne pas analyser le match OL Saint-Etienne, parce que la vidéo allait durer 45 minutes si j'allais le faire, et qu'on a tous vécu notre match, et on l'a analysé tous à chaud, à froid, enfin on sait tout ce qui s'est passé de ce match. Et Lucas Perry mérite donc largement d'être dans le 11 type de la semaine dernière. Félicitations à lui, il avait fait un gros derby qui nous a valu une belle victoire. Vous pouvez aller voir le vlog qui est sorti lundi dernier sur ma chaîne. En tout cas, j'ai kiffé ce derby, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà vu cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. Ça me ferait très plaisir de voir vos retours. Donc, autre info positive, les gars, c'est un truc assez généreux, assez respectueux. Ambre Godillon, donc le journaliste de l'équipe et surtout DAZN, avait pris un projectile dans l'œil il y a 2 semaines lors de Marseille-Auxerre. Donc ça, c'était vraiment un truc irrespectueux. Jamais ça ne doit se voir caillasser des journalistes. Alors déjà, des footballeurs, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, des gens, tu ne caillasses pas quelqu'un par principe. C'est impossible de caillasser quelqu'un quand tu es bien éduqué. Enfin bref, et que ce soit un journaliste, donc quelqu'un qui représente un peu la liberté d'expression, c'est un symbole limite de la démocratie, j'ai envie de dire. Après, je vais chercher loin quand je vous dis ça. Mais c'est un symbole de notre football et d'un football qui mécontente plein de gens et des gens réagissent comme des cons, excusez-moi de la vulgarité, mais tu ne dois pas caillasser une journaliste, donc ça c'était vraiment pas humain comme geste, enfin bref, et heureusement John Textor a offert un bouquet de fleurs donc à Ambre Godillon pendant le match OL Saint-Etienne, il lui a montré son respect et le soutien des clubs français face à la connerie de certains supporters. Donc ça ne doit jamais être à refaire dans un stade de football, même dans la vie ça ne doit pas être possible, encore moins sur quelqu'un qui présente la liberté d'expression. Voilà pour ce point positif avec le respect de John Textor et sa générosité. On passe au point négatif. Il y a 2-3 points pas fifou. Le premier, c'est Malik Fofana qui était un peu blessé au mollet. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le déplacement avec la Belgique, dans le rendez-vous international de la Belgique. Donc il est resté pour se soigner. Il me paraît que c'est pas trop grave. Donc on verra, on suivra quand même ça avec attention. Et autre info qui fait vraiment pas plaisir, Alexandre Lacazette a déclaré après le derby que c'était très sûrement son seul et unique derby au Groupama Stadium, donc ce qui veut dire qu'Alexandre Lacazette, le général, le capitaine, devrait s'en aller l'été prochain. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir, mais il sera en fin de contrat. Est-ce qu'il va aller chercher un dernier contrat en Arabie Saoudite, aux États-Unis, dans un plus petit club? Est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? En tout cas, malheureusement, merci pour tout ce qu'il a fait, c'était vraiment exceptionnel, mais on va devoir lui dire au revoir, je pense, l'été prochain, et c'est vraiment dommage. C'était les petites infos autour de l'Olympique Lyonnais. On va passer maintenant à l'information organigramme, les gars, un gros secteur à travailler. On en parle maintenant pour la suite et la fin de la vidéo. C'est parti, on enchaîne. Dernière séquence, les gars, le remaniement du board lyonnais, les gars, pas mal de mouvements. La semaine dernière, on commence par Michael Gerlinger, les gars, ancien directeur sportif du Bayern Munich qui était en charge du directorat technique, on va dire, d'Eagle Football jusqu'à présent, devient directeur du football, les gars, tout d'abord à l'Olympique Lyonnais, en arrière-plan ensuite à Eagle Football. Donc il va avoir pas mal de tâches dans l'organisation sportive, dans la coordination de tout ce qui résulte du sportif à l'Olympique Lyonnais.
Donc Gerlinger va prendre ce nouveau poste, une espèce de promotion, on va dire, qui va faire du bien, je pense, aussi dans la rigueur et l'organisation. Côté lyonnais, quelque chose qui manque pas mal depuis beaucoup de temps. Donc on espère que ça s'améliorera justement avec ça. Alors, autre information, les gars, on va parler de Mathieu Louis-Jean. Mathieu Louis-Jean qui était directeur du recrutement, on va dire, du mercato à l'Olympique Lyonnais, devient directeur technique de l'OL. Donc il aura toujours en charge beaucoup le mercato. Il aura aussi de la performance. Il a lui aussi été promu entre guillemets. Donc c'est bien, il va pouvoir se spécialiser aussi dans la performance. Il aura toujours les mains sur le mercato, quelque chose qu'il a bien réussi jusqu'à présent, en tout cas je trouve. Malgré la mainmise de Textor sur une partie du mercato, il a trouvé de bons coups, ce qui fait qu'on a été assez performant et il gère très bien le recrutement. Ensuite, maintenant, il y a une nouvelle tête justement en tant que directeur du mercato, on va dire l'adjoint de Mathieu Louis-Jean, enfin le poste en dessous, mais qui va quand même être un peu son adjoint parce que Mathieu Louis-Jean aura toujours le contrôle sur le mercato. C'est Benjamin Charrier, les gars, c'était son adjoint quand il était directeur justement de la cellule de recrutement. C'était l'un de ses scouts principaux, il a été aussi avec lui à Marseille. Là, il prend en charge tout seul la direction du mercato et je pense qu'il fera aussi du bon travail comme son ancien patron qui est maintenant son supérieur. Ensuite, dernière info sur la modification de l'organigramme, c'est Daniel Congré, on en avait parlé. Il devient conseiller en quelque sorte sportif, directeur un peu du management. Il n'a pas de poste précis, mais en tout cas, il sera proche de l'effectif en perf, en nutrition et tout. Donc, ce serait peut-être un directeur du management, je dirais, comme un manager principal, en fait, c'est assez particulier. Mais en tout cas, il sera très proche de l'effectif, il va conseiller les joueurs dans la préparation mentale, aussi un petit peu dans la nutrition, dans tous les à côté du foot, pour faire que nos carrières, enfin du moins celles de nos joueurs plutôt, soient bien menées surtout. Alors il a été footballeur, c'était un défenseur central il me semble, il a joué à Toulouse, à Dijon et à Montpellier notamment, on en avait déjà parlé, mais là il prend donc un poste extra sportif. Voilà pour ce grand remaniement à l'Olympique Lyonnais. On termine avec deux petites infos. Donc ça concernait du moins la première info, ça concernait la première séquence de la vidéo. John Textor avait dit aussi qu'il voulait racheter un club de foot en PL. Je veux juste exprimer mon avis. J'espère qu'il attendra parce qu'à Palace, il faut déjà qu'il vende ses parts. Et il ne va pas dépenser de l'argent dans un autre club alors qu'il doit la dépenser à l'OL pour régler nos dettes. Donc j'espère qu'il n'investira pas ailleurs en PL avant d'avoir réglé les problèmes de l'Olympique Lyonnais. C'était mon avis, c'était cette petite info. Voilà. Autre dernière info, le trophée des champions opposant PSG à Monaco devrait se jouer au Qatar. Rien n'est fait, mais c'est une possibilité. Les gars, j'en ai marre que dans le football, on souhaite s'expatrier partout dans le monde, comme si on souhaitait mondialiser notre produit, qui n'intéresse personne en Chine comme au Qatar. Alors au Qatar, ils intéressent le PSG. On connaît l'attrait de la Brune et de la LFP pour le PSG, pour le Qatar. On sait qu'ils aiment bien faire de la démagogie, faire des petits repas ensemble, et que la Brune est l'élève, le disciple du Qatar, qui se met à genoux et qui prie pour le Paris Saint-Germain et le Qatar. Enfin bref, c'est ridicule. Et donc une nouvelle fois, il cède à la volonté du PSG qui souhaite s'expatrier au Qatar pour jouer ce trophée des champions. C'est une connerie. Il devrait se jouer en France sur terrain neutre. Déjà que l'année dernière, il s'était joué au Parc des Princes. Alors s'il vous plaît les gars, un peu de bonne volonté. Enfin, Monaco devrait ne pas accepter ça parce qu'ils sont gentils d'accepter, mais il va falloir réagir. Et on serait été à l'OL, on n'aurait pas été d'accord. Voilà pour ça, je m'arrête là-dessus. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. On se laisse sur une petite phrase de Bartruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars, et on espère que l'OL va survivre les gars. Allez l'OL.